Je vais me permettre de débuter la session étant donné on est quand même 18 personnes de connectées. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Tiffany Brasier. Je travaille chez Mission Inclusion, aux côtés de plusieurs collègues qui sont d'ailleurs sur la Perle. Premièrement, merci pour votre présence. C'est la toute première fois qu'on organise un café virtuel. Donc, ça nous permet de pouvoir venir à la rencontre des gens qui sont intéressés d'en apprendre plus sur Mission Inclusion. Donc, ça, c'est notre tout premier café virtuel, donc le premier d'une série. On l'annonce si ça n'avait pas encore été fait. On va faire une série de cafés virtuels. D'ailleurs, à la fin, on va déjà vous donner en primaire les deux prochaines dates de café virtuel. La session est enregistrée, comme je le mentionnais, pour ceux qui l'avaient entendu. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez éteindre votre caméra. Par contre, c'est sûr que pour favoriser les échanges, parce que c'est ça le but, hein, c'est vraiment qu'on puisse échanger tous ensemble. On vous invite à au moins ouvrir votre micro si jamais vous avez des questions, des commentaires. Pour ceux et celles qui ne seraient pas à l'aise de parler directement, sachez que juste en bas de l'écran, vous avez juste à côté de participants au milieu, chat ou clavardage. Je vous invite à écrire à l'intérieur. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions. Vous pouvez choisir de me les envoyer à moi directement, personnellement aussi, si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Sentez-vous à l'aise d'interrompre à tout moment aussi durant la session. Richard qui est avec nous, il va pouvoir justement pouvoir échanger. Le but, c'est qu'on n'est pas dans un monologue, on est vraiment dans l'échange avec vous. On vous invite à interagir. On va aussi répondre, donc, comme je vous disais, aux questions au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite. En fait, on voudrait interrompre Richard, là. En gros, c'est ça le message. Donc, merci encore pour votre présence. Puis, on va arrêter les introductions. Puis, je vais passer tout de suite le micro donc, à Richard Venstra, directeur général de Mission Inclusion. Ben, merci Tiffany. Merci à tout le monde, en fait, d'être là. Ça me fait très plaisir de faire partie de cette première initiative. Merci à Tiffany de l'organiser, aussi avec l'aide de tes collègues, Véronique et d'autres. Je me présente, Richard Vinstra, je suis le directeur général de Mission Inclusion. Comme Tiffany l'a mentionné, vous pouvez ouvrir ou fermer vos caméras, mais moi j'aime ça voir le monde à qui je parle, donc si c'est possible, ce serait quand même le fun de vous voir. Peut-être vous reconnaître la prochaine fois si on se voit à l'écran ou ailleurs. Bon, Tiffany m'a demandé de faire une petite entrée en matière qui devrait pas être un monologue, mais qui risque de l'être. Donc, je vais essayer de parler pas trop longuement pour que vous ayez le temps de poser des questions. Juste créer une base commune sur Mission Inclusion, un peu l'historique et comment elle fonctionne aujourd'hui. Mais je vais essayer d'être assez pertinent et bref en même temps. Euh, on a commencé en 1948 à l'initiative du cardinal Paul-Émile Léger, qui n'était pas encore cardinal, avec la création de la Croix d'Or en réponse à une crise d'urgence, en fait, dans le sud de l'Europe. Il s'est dit qu'il pouvait mobiliser les ressources qu'il connaissait au Québec au profit des personnes qui étaient vraiment dépourvues dans le sud de l'Europe. Je vous épargne tous les détails, mais il arrive un moment très important dans notre histoire en 1981 où il y a une loi du Parlement canadien, en fait, qui instaure la Fondation Jules et Paul-Émile Léger. Et à partir de 1981, on a ce nom-là qui regroupe l'ensemble des filiales qui avaient été créées, mises en place par le cardinal Léger. Moi, je le vois un peu, le cardinal, comme un entrepreneur social qui avait une idée, qui voyait un problème, avait une idée, puis il se lançait en action, puis il mobilisait des gens dans cette action-là. J'ai eu la chance quand j'ai commencé, moi j'ai commencé ici en 2017 comme directeur général, puis j'ai eu le plaisir de connaître des personnes en fait, qui avaient côtoyé de près le cardinal. Et donc, je bénéficie un peu de leurs histoires. Puis, il y a une histoire au niveau de la création de la fondation qui est pas vraiment documentée, en tout cas pas sur Internet, peut-être dans le livre. Mais en fait, Jules Léger, et c'est aussi le pourquoi de ces deux noms-là. Jules Léger, le frère de Paul-Émile Léger, avait fini son mandat de gouverneur général, avait pris sa retraite après un mandat de 5 ans, de 74 à 79. Malheureusement, il est décédé en 1980
Il y avait eu une volonté de la part de plusieurs parlementaires et sénateurs de créer une fondation en son honneur. Mais lui, il était toujours vivant en 1980. Il a pu participer à la conversation et il a dit, oui, je suis honoré, mais j'aimerais que cette fondation-là puisse profiter aussi aux différentes œuvres de mon frère. Et donc, on a accepté de créer la fondation au nom des deux frères Léger. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Um, et aujourd'hui, si vous êtes dans les bâtiments officiels de Affaires mondiales Canada, au rez-de-chaussée, vous allez voir la bibliothèque Jules Léger, qui est toujours là et toujours fait honneur à l'héritage qu'il a pour justement les relations internationales. Um, on me demandait aussi de parler un peu de moi. Donc, je vais me lancer et juste par rapport au travail, au lien qu'on peut faire avec le travail de Mission Inclusion. Moi, j'ai commencé comme étudiant en sociologie et en anthropologie. En fait, j'ai commencé comme étudiant en actuariat. Puis ma blague, c'est que je suis passé dans la liste alphabétique de actuariat à anthropologue parce que je cherchais, mais rapidement, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, c'était dans les sciences humaines. Et je me suis spécialisé après les études de baccalauréat en maîtrise et un diplôme de troisième cycle dans la sécurité alimentaire et le développement communautaire au Burkina Faso. Donc, c'était comme ça le début, en fait, de mon parcours professionnel. Puis j'ai continué, j'ai travaillé dans ce domaine-là et toujours en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu et travaillé au Bénin pendant 2 ans, un peu moins, beaucoup moins de temps que ça au Mali, au Togo. Et j'ai quand même visité beaucoup les pays d'Afrique de l'Ouest dans les années 90 et les années 2000 professionnellement. Dans les années 2010, j'ai commencé à travailler beaucoup plus en Haïti, en Amérique latine, au Pérou, au Nicaragua spécifiquement. Et comme je l'ai mentionné, c'est en 2017 que je commence à Mission Inclusion, où en fait maintenant je supervise une belle équipe de spécialistes qui font un travail quand même semblable à ce que je faisais avant en Afrique de l'Ouest puis en Amérique latine. Euh, la question qui nous est souvent posée, c'est au sujet de Mission Inclusion. Pourquoi Mission Inclusion? Pourquoi ce nom? Pourquoi changer de nom? Ça nous a été posé souvent en 2019 quand le nom a été rendu public, mais ça vaut quand même la peine de le mentionner. D'abord, il y a une chose. On avait un nom qui était l'œuvre Léger, qui a été le nom d'usage de la Fondation Jules et Paul Aimé Léger. La Fondation est toujours notre nom officiel. Fondation Jules et Paul Aimé Léger. Les documents officiels sont faits à ce niveau-là. L'œuvre Léger chapeautait un ensemble d'organisations et on s'est rendu compte que avec une population qui n'avait pas une longue histoire au Québec, en fait, soit des personnes, moi j'ai 61 ans, donc les personnes plus jeunes que moi ne connaissaient pas trop l'héritage du cardinal Léger. Et les gens qui venaient d'ailleurs, en fait, qui font partie de plus en plus du Québec, ne connaissaient pas tant que ça le cardinal Léger non plus. Donc on disait, bon, on veut trouver un nom qui va résonner un peu plus pour des personnes qui n'ont pas cette référence-là. Mais on voulait pas tourner le dos à notre histoire. Donc, vous voyez un peu le défi. On voulait être fidèle à notre histoire, mais on voulait s'ouvrir à d'autres personnes aussi. Et c'est ce qui a été très pertinent pour nous. Et encore, j'ai pu bénéficier des histoires que me racontait une collègue de travail qui, elle s'appelle Lucie Lauzon, pour ne pas la nommer. Euh, Elle avait été recrutée dans les années 70 par le cardinal Léger, puis elle a pris sa retraite à la fin de 2019. Donc, je l'ai quand même côtoyée pendant un peu plus de 2 ans. Puis, elle m'avait raconté que quand on cherchait le nom, qu'une des choses qui était le plus importante pour le cardinal, ben ça, ça c'était quelque chose que je savais, c'était la lèpre. Il était fortement engagé envers la cause des personnes qui avaient la lèpre dans différents pays, en Afrique, en Haïti. Et d'ailleurs, on soutient toujours des actions reliées à un hôpital à son nom en Haïti, l'hôpital Cardinal Léger, qui, à ses débuts, c'était un hôpital
pour les lépreux et les lépreuses. Et bon, c'est quoi la lèpre? Bon, c'est une maladie évidemment grave qui atteint la peau et les organes, mais ce qui touchait le cardinal, c'était l'exclusion sociale parce qu'on mettait les personnes dans des colonies. Moi, je me rappelle au Bénin, c'était sur ma route, il y avait une colonie de lépreux que je croisais, puis ces gens-là vivaient l'isolement. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que, Lucie, que le cardinal était très préoccupé par ça. Puis ça, on voit ce lien-là dans presque toutes ses actions-là. Parce que sa dernière filiale qu'il a créée, c'était en fonction, c'était pour les aînés, en fait, secours aux aînés, puis c'était en fonction d'un épisode, en fait, qui a fait les manchettes, et ça, je m'en rappelle, en 1986 ou 7, un homme qui avait été trouvé mort dans un appartement, je crois, à Villeray ou à Annecy, et que personne l'avait vu pendant 2 semaines. Donc, il était manquant à l'appel. Personne le cherchait, en fait. C'est ça. Donc, il est mort seul. Donc, et ça aussi, pendant les mêmes années, il était fortement touché par la situation des personnes atteintes du sida. Donc, dans tous ces cas-là, on voit en fait une sympathie qu'il avait, une empathie envers les personnes qui vivaient l'exclusion sociale. Donc, ça nous a porté, puis quand on a trouvé la notion d'inclusion déjà présente dans notre programmation, on s'est dit, ben, ce serait pertinent que cette notion-là résonne dans le nom. On a fait plusieurs essais, puis c'est Mission Inclusion qui a collé. Hum, je vais parler un peu de notre héritage et de notre marque. Quelques personnes le savent, mais c'est quelque chose aussi qui a commencé avec le cardinal. C'était vraiment de soutenir des organisations qui n'avaient pas nécessairement accès à d'autres appuis, qui n'étaient pas encore rendus à avoir un appui gouvernemental ou dans des grandes fondations. Puis du coup, ça a fait que nous, on a soutenu des organisations qui ont fini par marquer, pardon, le développement communautaire au Québec, comme la tablée des chefs, le regroupement partage, les petits déjeuners, le club des petits déjeuners, le comptoir de vêtements du Chaînon, même si le Chaînon existait déjà, le comptoir de vêtements était une initiative à laquelle le cardinal lui-même a voulu participer. Donc, et même, il y avait l'atelier Tous pour tous, en fait, au Burkina Faso. C'est un autre exemple. Et si vous avez suivi nos histoires, c'est l'exemple des femmes mécaniciennes. Il y a un film documentaire qui s'appelle Wagga Girls. C'est vraiment le fun, on le trouve sur le net, là. Mais qui relate l'histoire qui a été faite avec l'appui de l'œuvre léger à l'époque, donc de Mission Inclusion, mais à travers une organisation burkinabé qui est maintenant connue pour cet héritage-là. Euh, Notre façon de travailler a changé un peu à travers les années. Je dirais que quand on a commencé, on était très axé sur notre modèle de partenariat, puis on est toujours très axé sur le modèle de partenariat. Et je dirais que de certaines façons, de plus en plus. Nous, on est axé maintenant sur le dialogue avec les partenaires, de vraiment comprendre leurs besoins, puis de leur donner le soutien financier et parfois technique qu'ils ont besoin selon leurs objectifs. L'idée, c'est d'avoir un dialogue, puis de s'entendre sur ce qu'on peut faire ensemble, puis qu'est-ce qu'on peut apporter à leur travail. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une présence étrangère maintenant au Kenya et en Haïti. En Haïti, ça fait un petit peu de temps. Et je suis très heureux, en fait, qu'on ait pris la décision spécifiquement en Haïti. On n'est pas à Port-au-Prince, on est à Léogane, qui est pas loin de Port-au-Prince, mais maintenant, on peut pas communiquer. À cause de l'insécurité en Haïti, on peut pas prendre la voiture pour voyager. Mais je suis content de ça parce que ça nous permet de toujours faire notre travail. Si on n'avait pas eu de bureau, nous, on n'aurait pas pu le faire, ce qu'on est en train de faire et qu'on fait toujours, qui est d'améliorer, en fait, l'accès aux soins de santé pour des femmes et des jeunes filles. Et on a un bureau au Kenya qui nous permet en fait de rayonner en Afrique de l'Est dans un grand projet de protection de la biodiversité et ce qu'on appelle nous l'économie bleue. En fait, c'est les gens qui gagnent leur vie de cette biodiversité. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent gagner leur vie, mais de manière durable, tout en préservant l'environnement au lieu de gagner leur vie au détriment de l'environnement. Donc, on combine un travail auprès des groupes de femmes et des groupes de jeunes, l'écotourisme, des produits
qui sont récoltés comme le miel, mais ça peut être les algues, ça peut être les crevettes, etc. Mais toutes de manière durable. Um, voilà. Donc, on a ces possibilités-là grâce à nos partenariats avec Affaires mondiales Canada. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous. Ça fait euh, plus de 40 ans que nous avons un soutien de Affaires mondiales Canada et c'est ça qui nous permet d'avoir une présence à l'étranger. Et je ne l'ai pas mentionné en fait précisément, mais les gens ne le savent pas, mais c'est seulement depuis qu'on est une fondation qu'on a des œuvres au Québec, en fait, ou qu'on soutient en fait le travail au Québec. En fait, c'est en 1983 que ça a commencé et ça continue. Donc, pour nous, la question, c'est pas Québec ou l'international, c'est les deux parce que la solidarité doit se vivre des deux. Et je pense que de plus en plus, on sait qu'on est dans ce monde ensemble, que ce soit à cause de la guerre ou de l'intelligence artificielle ou les guerres tarifaires ou à cause de la pandémie, on sait que nos destins sont liés à l'international comme ici au Québec. Bon, grosso modo, Tiffany, c'est ce que j'avais l'intention de partager avec les gens. Maintenant, j'ai envie Merci. d'entendre Merci. d'autres personnes. Juste mentionner à tous dans le chat, je vous ai mis la loi. Si jamais il y en a qui aiment lire des textes de loi, vous avez la référence sur la loi à laquelle Richard faisait justement référence au début, ainsi que le film documentaire le Ouaga Girls. Je tiens à mentionner que l'information qui est là provient de l'intelligence artificielle. Donc, veuillez ne pas me citer sur ce qui est copié-collé. J'ai fait des recherches pendant que Richard parlait. En fait, Richard, j'ai eu deux questions. Hmm. Et puis, pendant qu'on va répondre à ces deux questions-là que j'ai obtenues, j'invite tout le monde à mettre des questions soit dans le chat ou soit en privé directement à moi, ou sinon, vous pouvez aussi nous interrompre là, en ouvrant vos micros. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi est-ce qu'il y a un budget plus important pour l'international comparé au Hmm. Québec? Super bonne question. En fait, nous, par principe, l'argent qui est ce que nous on appelle des fonds propres, qui est relié à la collecte de fonds, le développement philanthropique, les successions et même l'argent qui est généré sur les marchés, nous, on maintient un équilibre entre le Québec et l'international. Mais le fait qu'on ait accès à des fonds gouvernementaux pour travailler à l'international crée un déséquilibre. Et c'est juste ça. On n'a pas accès à ça pour le Québec. Puis d'ailleurs, on n'a pas l'objectif non plus de le faire parce que on croit que les organisations communautaires ont besoin d'avoir accès à cet argent-là aussi. Donc, c'est juste ce fait-là qui crée ce déséquilibre. Parfait, merci. Et puis l'autre question, c'était, tu as mentionné que la Fondation a commencé les projets au Québec en 83. La personne demande est-ce que Mission Inclusion a pour ambition de se concentrer plus sur l'un que sur l'autre ou si les deux vont rester dans les objectifs de la... Ben, il y a excellente question aussi. L'intention aujourd'hui, c'est de maintenir les deux. Ça, c'est clair, clair, clair. Et on voudrait en fait pouvoir continuer et augmenter notre présence dans les deux. Cela étant dit, les conditions d'accès au financement international sont en train de changer aussi. Donc, ça risque d'amener des diminutions dans l'avenir. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'intention de continuer dans les deux. Je ne vois pas le jour où on arrêterait au Québec et je ne vois même pas le jour où on arrêterait à l'international. Ouais. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si le film est accessible sur le site de l'ONF. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que toi, tu sais si le Ouaga Girls, le film, est-ce que tu sais s'il serait Sur l'ONF, je disponible? ne sais pas, mais je sais que je l'ai cherché, je l'ai trouvé sur un site en Colombie. Et puis, en fait, peut-être qu'on peut faire un suivi. Oui, parfait, Ouais, parfait. un suivi par courriel. Mais Moi, c'était l'ONF, je ne connais pas les ça. deux Je ne crois pas questions que que ce... j'avais eues. Pardon? Oui. Non, vas-y, vas-y. Mais je veux dire, je ne reconnais pas le film comme un film de l'ONF, mais je peux me tromper aussi.
C'était les questions qu'on avait eues jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, même des commentaires? C'est pas obligé que ce soit des questions. Pardon, des commentaires. Vous pouvez faire vous pouvez écrire dans le chat complet. L'objectif vraiment des cafés, c'est de pouvoir vous parler, mais démystifier aussi Mission Inclusion. Ah, je vois, on a Marie-Ginette Bouchard qui avait une Mhm. question. On vous écoute. Oui, bonjour. C'est ça, je suis spécialisée dans les méthodes participatives, visuelles et artistiques. Je sais qu'il y a quelques ONG, ils sont encore assez rares au Québec, qui s'intéressent à ça. Et bon, je suis sociologue de formation au départ, mais je viens de terminer une maîtrise en arts visuels et éducation. J'ai travaillé avec cette méthodologie-là avec des personnes immigrantes, puisque jusqu'en décembre dernier, j'enseignais le français langue seconde avec le YMCA, un organisme communautaire qui est bien connu, mais malheureusement, l'école de langue, après 60 ans, elle a fermé. Mhm. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant aussi pour des ONG de suivre des projets pour permettre aux groupes communautaires comme ici, je comprends, Richard, que vous travaillez avec des groupes communautaires à Montréal qui pourraient être intéressés, c'est ça, comme à s'exprimer, soit par la photo ou par l'écriture, pour documenter ce qu'ils font, un peu dans l'approche de Paulo Freire, c'est-à-dire que, bon, la photographie, puisque tout le monde peut en faire maintenant avec la petite caméra sur notre cellulaire. Donc, je voulais un peu savoir, c'est ça, quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'il y aurait une ouverture? Et puis, peut-être si vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que vous appuyez ici dans le communautaire. Je m'excuse, je parlais beaucoup. Oui, ben en fait, pour la question de l'audiovisuel, enfin des outils visuels, ah, je vous ai perdu, Marie-Ginette Bouchard, je vous vois maintenant. Je ne m'y connais pas. Donc, on pourrait regarder ça après puis vous contacter. J'imagine que tu as fini à les contacts de tout le monde ici, là. Oui, c'est ça. Mais je vois l'intérêt. Euh, Ça me fait penser au projet de Wapikoni Mobile, où en fait on a juste la façon que vous l'avez décrit, où on essaie d'amener les gens à avoir des outils pour exprimer en fait ce qu'ils observent. Donc je vois quand même beaucoup d'intérêt dans ça personnellement, mais je ne le connais pas par rapport à nos propres partenaires ici. C'est un outil d'inclusion. C'est pour ça que je fais Ben le oui. lien avec ce que vous avez dit. Oui, 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 tout à fait, je comprends bien. Oui, oui, Merci. oui, merci aussi. Merci à vous. On a Ben Oui. Rachid Manli. Désolée si j'ai mal dit Oui, non, votre nom. mais tu as bien prononcé. Donc, déjà, merci à vous pour cette belle intervention. Fait que j'ai bien écouté la mission de Mission Inclusion. Concernant les mandats spécifiquement liés à l'Afrique, je vois que vous avez quand même une zone opératoire à partir du Kenya. Ma question est de savoir, avec ce que le directeur a eu comme mandat en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, au Bénin, est-ce qu'il y a actuellement une feuille de route concernant des projets de développement social, notamment dans ces secteurs-là, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mhm, Burkina Faso actuellement. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, pour une petite parenthèse, je suis originaire du Burkina Faso. mhm. Et ici, au Canada, je suis conseiller en développement économique, à l'entrepreneuriat et à l'économie sociale, en Abitibi-Témiscamingue. Ah, intéressant aussi. Mm. Ah, ben oui, ben merci de poser la question aussi parce que ça me permet aussi de faire une précision. Moi, j'ai mentionné les deux bureaux que nous avons à l'étranger qui sont au Kenya. Ben enfin, on a deux bureaux au Kenya et un bureau à Léogane en Haïti, mais on a des partenariats dans beaucoup d'autres pays en fait. Et je vais juste préciser, le bureau du Kenya est le bureau pour un projet qui couvre des parties du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, des Comores et de Madagascar. Cela étant dit, on a des partenariats actuellement en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, justement, grâce à un financement du ministère.
québécois qui est responsable de la lutte au changement climatique. On a un projet qu'on nous on appelle ABC 2, en fait, parce que c'est cette deuxième phase qui est axée sur l'utilisation des biodigesteurs dans les ménages pour réduire en fait l'émission des gaz à effet de serre qu'on fait avec le charbon ou le bois. Donc, on remplace en fait par une technologie intermédiaire en fait qui produit beaucoup moins et qui profite des déchets de champs qui sont déjà présents. Donc, au Burkina Faso, on a un programme au Bénin, en fait, qui est relié au Fonds Action. On a 4 partenaires qui touchent différents domaines, l'agriculture, défense de droits, avec une forte participation des femmes dans ces projets-là au Bénin. Au Cameroun, c'est pas tout à fait de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est frontalier avec l'Afrique de l'Ouest. On a un partenariat dans le nord du Cameroun qui existe depuis, en tout cas longtemps, je vais dire à peu près 13 ans, mais en fait, le partenariat existe depuis plus longtemps que ça. Mais depuis, en fait, la crise humanitaire qui a été causée par Boko Haram dans le nord du Nigeria et un déplacement massif de population, donc des femmes qui étaient menacées spécifiquement pour leur vie, en fait, qui sont allées dans le nord du Cameroun trouver refuge. Notre partenaire, qui est un comité diocésain, en fait, a vite agi pour répondre à leurs besoins et nous a demandé leur aide. Et à travers ce partenariat-là, nous, on a pu mobiliser des ressources gouvernementales du gouvernement du Canada pour ça. Et on le fait toujours. On est dans une crise prolongée. C'est pas nécessairement la même situation d'urgence aujourd'hui, mais il y a toujours des enjeux, en fait, avec une population immigrante, en fait, du Nigeria, qui doit prendre place, qui est partie temporairement, mais qui est là plus que 10 ans plus tard encore. Donc, donc, c'est vraiment, ça s'est transformé, mais on est très présent. Je pense que j'ai nommé les 3 pays où nous sommes présents maintenant dans OK. cette région-là. Oui. Donc, actuellement, pas de mandat en Côte d'Ivoire ni en Guinée. On n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas en Guinée, non. Euh, on a fait de l'exploration au Ghana, donc voisin OK, de Côte d'Ivoire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'opération concrète, non. d'accord. Et aussi en Afrique centrale, vous avez parlé du Cameroun et puis aussi le Tchad. Le Tchad, on a fini un projet cette année, en fait, au Tchad, puis on n'a pas de projet pour y retourner. Ben, c'est ça un peu la question. Il y a certaines, avec nos propres fonds, on a une certaine latitude, mais avec les fonds du gouvernement, c'est des projets qui commencent et qui finissent. Puis nous, on a pris une décision récemment, il y a quelques années, donc récent, c'est récent dans la vie d'une organisation de concentrer en fait nos efforts avec nos fonds propres dans 2 pays, en l'occurrence c'est la Bolivie puis le Bénin, pour pouvoir ben, réduire les frais de mission, pour pouvoir avoir une synergie entre les différents acteurs, puis essayer de prétendre un impact où la somme est plus grande que la somme des parties. Ouais. Et enfin, concernant vos divers axes d'intervention, Mhm. est-ce que vous êtes aussi au niveau de... Je vois que vous êtes aussi dans l'autonomisation des personnes en difficulté, mais est-ce que vous couvrez également le volet entrepreneuriat collectif, en gros économie sociale? Ben, en fait, un peu. Donc, je vais juste noter, en fait, vous posez une question qu'on s'est posée, en fait, ces dernières années. Est-ce que, comment on peut se concentrer? Parce que c'est nécessaire pour nous de ne pas être dans tous les domaines, parce que si on est dans tous les domaines, on ne peut pas développer la spécialisation et l'expertise nécessaire pour pouvoir, en fait, proposer des projets à des bailleurs de fonds comme le gouvernement canadien ou québécois ou ailleurs. Donc, mais en même temps, on ne veut pas être juste dans un domaine non plus, parce que si ce domaine-là ne fait plus le faire des bailleurs de fonds, ben là, on n'arrive plus à... Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Donc, on a choisi très clairement d'aller vers l'environnement et l'empowerment des femmes. OK, dans l'international, c'est ça. Bon, de manière générale, c'est pas juste l'empowerment au niveau financier, mais financier et autres. Donc, l'idée de ça par rapport à l'inclusion, bon, d'abord, on sait
que les femmes, c'est la moitié de la population mondiale, un peu plus en fait, et que c'est la moitié qui est désavantagée par les systèmes sociaux patriarcaux qui sont millénaires. Donc, on sait ça et que c'est à des degrés variables, cet enjeu-là existe partout dans le monde. Donc, pour nous, ça avait du sens, mission inclusion, axée sur les femmes. L'environnement aussi, parce que quand on regarde en fait les effets des changements climatiques, la perte de la biodiversité, le fait que les gens n'arrivent pas à gagner leur vie de la même manière, ben ils ont besoin d'un appui partout encore dans le monde, que ce soit au bord, nous c'est au bord de l'eau en fait en Afrique de l'Est, mais c'est dans le Sahel qui est quasiment le désert au Burkina Faso. Donc bon, j'exagère quand je dis quasiment des déserts, c'est des zones arides, on va le dire comme ça. Mhm. Donc, c'est des situations différentes, mais c'est le même enjeu, en fait. C'est que les changements climatiques peuvent risquer, en fait, de faire de sorte que les gens perdent les moyens pour gagner leur vie à partir de la nature. Donc, si les pratiques ne s'ajustent pas, ben, il y a un problème social à long terme. Puis ce problème social se répercute plus sur des femmes, plus sur des personnes en situation de handicap que d'autres. Si je prends, comme vous êtes burkinabé, je prends l'exemple que je connais peut-être moins mal que d'autres, de la migration de la main-d'œuvre. Souvent, les hommes ont la possibilité d'aller ailleurs, faire de l'argent, l'envoyer à la maison, revenir de temps à temps, mais les femmes n'ont pas cette possibilité avec des charges familiales, etc. Donc, c'est une répercussion, en fait, d'une situation climatique, biodiversité, sur les femmes, sur les personnes en situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux domaines-là. Donc, à travers l'environnement, j'arrive, hein, l'entrepreneuriat agroécologique a son sens. Et donc, c'est pour ça que oui, au Bénin, au Burkina Faso, et sans utiliser agroécologie, je dirais agriculture durable, en Afrique de l'Est, on Mhm. va trouver des exemples. Ouais, c'était là. Donc aussi, vous pouvez vous soutenez aussi les coopératives parce que le créneau que vous évoquez, vous voyez rarement en fait le développement en fait de l'autonomisation en fait de femmes individuelles. Fait que généralement elles se regroupent en coopérative ou en Ouais. association. Donc oui, effectivement, quand vous parlez d'empowerment, effectivement, ça peut rentrer dans ce créneau-là. Oui, et surtout dans le contexte ouest-africain où il y a une législation par rapport au groupement de se ramener ensemble pour former une coopérative. Ouais, le Cette droit législation... WADA, Pardon? le droit WADA, Le OADA. droit WADA, exactement. Et donc c'est similaire, mais peut-être pas exactement avec les mêmes termes dans d'autres pays. Ouais. OK, Ben parfait. justement, Merci. similaire des fois, hein, parce que c'est pas toujours nécessaire d'avoir ce regroupement en coopérative. Voilà. Merci. Merci. On a eu deux autres questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Sinon, je vais passer aux questions Je clavardages. Oui, vois Madame Francine Labelle. Labelle qui a Oui, la main levée. exact. Oui. Allez-y, Madame. Bonjour, bonjour. Je voudrais juste faire un commentaire parce que j'ai voulu participer à ça, parce que j'ai gardé un intérêt pour votre fondation. C'est qu'au début des années 2000, on s'est occupé, l'organisme pour lequel je travaillais, on s'est occupé d'une communauté tibétaine dans le nord de l'Inde. Et à un moment donné, c'est un monastère tibétain et un orphelinat. Et à un moment donné, on avait besoin d'une réserve d'eau, d'une citerne. Puis ça coûtait assez cher. Fait que on voulait faire une levée de fonds, mais comme on était un organisme à but non lucratif, mais pas, on pouvait pas émettre de reçus, puis tout ça. Fait qu'on avait fait une demande à votre fondation. Il nous avait permis d'utiliser techniquement, je me souviens pas trop des détails, mais on avait pu faire notre levée de fonds. Et j'ai jamais eu peut-être l'occasion de le confirmer, mais je voulais vous dire que la citerne a bel et bien été construite, puis qu'elle sert à presque 800-900 personnes maintenant. Fait que je voulais juste vous dire, je pense que pour l'organisme pour lequel je travaillais, ils n'ont pas maintenu peut-être la mission qu'on avait là-bas, mais on amenait des médecins, des dentistes, des optométristes, des pédiatres et tout ça. Mais l'eau, c'était fourni avec votre aide. C'est tout. Ça, c'est le fun de l'entendre. Merci Oui, beaucoup. oui, Ouais, ça fait merci. plaisir. C'est super. Mais là, pour le moment, maintenant, comment on fait individuellement pour vous venir en aide? Des dons individuels, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous autres, là? Ben, les dons individuels, c'est vraiment une des meilleures façons, mais le genre de collaboration que vous mentionnez maintenant, Agence Revenu Canada n'aime pas trop ça aujourd'hui, hein, Je parce que sais. pendant les années, probablement juste après,
où il y a eu, je vais dire environ de 2005-2015, là, il y a eu comme un changement de comportement. Puis même si ce changement-là était relié à un certain parti politique, ça n'a pas changé tant que ça après. OK. Et donc, ça fait de sorte qu'on surveille de plus en plus les OBNL. Donc, il faut que ce soit nos activités que donc, si quelqu'un veut faire une initiative dans le cadre d'un partenariat que nous avons ou dans un pays où on est déjà présent, parce que pour nous, on est obligé de faire un suivi OK. de n'importe quel projet si on cautionne par un reçu de charité, hein. Fait que donc c'est pas aussi facile que ça l'était. Cela étant dit, c'est arrivé où il y a eu cette convergence-là. Pendant quelques années, on l'a fait avec un projet au Bénin, puis d'ailleurs, c'est ça qui a amené au fait qu'on est passé. En fait, on avait zéro projet au Bénin on avait un projet au Bénin à l'époque, puis on a décidé de rajouter ce projet-là. Puis après ça, maintenant, on a quatre projets dans un programme, si vous voulez, au Bénin. Donc, c'est arrivé, mais il faut que ça réponde à bien des critères. Ouais. OK. On en avait conscience, on nous avait presque Ouais. dit qu'on était borderline des permis et tout ça, mais on nous l'avait alloué, puis je voulais dire qu'on l'avait beaucoup apprécié, puis je pense que les gens qui boivent de l'eau doivent l'apprécier d'autant plus. Ah, j'imagine, je suis certain de ça. Ouais. OK. Puis c'est Merci. intéressant des systèmes parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de visites qu'on appelle de terrain depuis que je suis à Mission Inclusion. Justement, j'ai une équipe en fait qui fait ce travail beaucoup plus. Mais une des visites que j'ai faites, c'était en Bolivie, puis on voyait les citernes, justement, mais pour des raisons agricoles, là. Mais ça, dans un terrain assez plat puis aride, puis on voit une grosse citerne comme ça avec un château d'eau. Mm. L'œuvre est léger, le grand logo, on peut Ah, le voir OK. de super loin, c'était le fun. Ouais, Tant mieux. Merci ouais, beaucoup encore. ouais, merci. Merci, Madame Labelle, pour c'est toujours le fun d'avoir des témoignages comme ça d'impact. Ça permet de voir l'autre côté du travail qu'on fait dans les bureaux. Il reste seulement 5 minutes. On a deux questions qui nous ont été posées. On va rester dans le volet international, puis on terminera avec la question sur le Québec. Pour la question internationale que j'ai eue, envisagez-vous à terme de mettre en place la coopération volontaire internationale à l'instar du ceci ou de SUCO, par exemple? Non. Ça, c'est la réponse courte. En fait, les organisations de coopération volontaire, c'est toute une profession. Nous avons notre profession, elles ont leur profession. On ne voudrait pas improviser, ça prendrait vraiment un changement organisationnel du modèle d'affaires, du type de choses qu'on fait. On a décidé il y a longtemps de ne pas aller vers cette direction-là, puis non, on n'a pas cette ambition-là. Par contre, l'idée d'être en partenariat avec une organisation qui le fait, c'est pas parce qu'on n'y croit pas, c'est juste que c'est pas notre ADN, hein. Donc, voilà. Parfait, merci. Il reste quand même 4 minutes. Là, on serait capable d'avoir une autre question à la suite de la prochaine si jamais on a des questions qui brûlent vos lèvres. L'autre question qu'on avait, c'est du point de vue de nos partenaires terrain au Québec. Quelle est la valeur ajoutée de Mission Inclusion? Ben, autre belle question. Justement, en fait, notre équipe a fait un effort qui est quand même axé sur cette préoccupation-là. Puis, on a décidé de ramener les programmes au Québec vers des objectifs communs, donc plus justice environnementale et l'accès au logement, toutes les questions de l'itinérance qui sont rattachées à ça, beaucoup de problématiques reliées aux jeunes aussi qui sont là. Et notre valeur ajoutée, en fait, c'est de dégager, en fait, des apprentissages à partir de des actions qu'on soutient financièrement, puis faire profiter les unes des apprentissages des autres. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, en fait, c'est de comprendre la problématique. De comprendre la problématique, par exemple, à l'accès au logement et d'utiliser cette compréhension-là pour une influence auprès des décideurs, comme le gouvernement du Québec. Donc, et nous, on fait pas du plaidoyer. On peut faire du plaidoyer, mais le type de plaidoyer, c'est de rendre un gouvernement responsable de ses engagements, de demander aux partis politiques de se prononcer,
sur leur plateforme, sur des enjeux qui nous concernent, etc. Donc, et ça, on pourrait pas, c'est les organisations qui sont dans la livraison des services ne le font pas nécessairement. On a besoin d'autres acteurs qui vont le faire. Il y en a qui le font, là. Mais donc, on s'est trouvé quand même une possibilité d'utiliser notre compréhension des enjeux pour un changement plus à long terme de la situation. Merci. J'ai plus de questions en privé. Si je me permets un dernier tour de Zoom avant. Oui, Richard. J'ai une réponse de plus, en fait. Moi, ce Ah, que je trouve qu'on a comme valeur ajoutée, là, et même par rapport à d'autres fondations, par exemple des fondations privées, c'est que nous, les décisions sur les financements sont faites par un processus de sélection. Donc, nous, on reçoit beaucoup de demandes, et les demandes sont analysées par rapport à la qualité de la soumission, et par rapport à la possibilité de les cumuler en fait pour un effet plus grand. Et notre personnel, qui sont des experts du développement communautaire ici, va faire cette analyse-là, va proposer des projets à des comités de bénévoles qui combinent des spécialistes et des non-spécialistes. Ça, c'est toujours intéressant aussi parce que ça fait de sorte qu'il y a un échange puis il y a une compréhension meilleure de qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Et après ça, il y a une autre étape que leur proposition est proposée au CA. Donc, ça fait une garantie d'avoir des projets solides, intéressants et qui vont rajouter quelque chose de très euh, important et pertinent au secteur communautaire merci. ici. Il y a plein de questions qui est en train d'arriver. C'est vraiment, souvent, on a au moins 5 questions. Il est midi, mesdames et messieurs. Non pas que je vais vous couper le micro ou que je vais dire à Richard de quitter, mais si jamais vous devez quitter, on vous remercie d'avoir été là. On va prendre les dernières questions pour ceux qui peuvent rester avec nous. Les questions dans le clavardage, je vais les poser. On a Dominique Trudeau qui a levé la main. On va y aller avec Madame Dominique. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Venstra, de nous ouvrir votre bureau comme ça pour discuter. Nous, on travaille à l'échelle du Québec et on travaille dans la prévention de l'agisme qui crée beaucoup d'exclusion. Et je me demande si on n'ira pas construire des logements pour les gens, mais par contre, on a subventionné un livre qui vient de sortir sur la cohabitation intergénérationnelle, qui Mhm, peut être une des réponses à la crise du logement qu'il y a présentement. mhm. Et c'est ça, je me demandais si quel type d'action vous favorisez au Québec et des actions de prévention, est-ce que ça peut faire partie des projets qui peuvent vous intéresser à Mission Inclusion? Des actions spécifiquement pour La prévention l'intergénérationnel? de l'exclusion des aînés ou Oui. même des jeunes qui finissent par se retrouver dans la rue et Oui, est-ce que ben, que ce soit des aînés ou des jeunes, je sais par exemple, on a déjà soutenu une organisation dans les Basses-Laurentides, en fait, Vigilange, je pense que ça s'appelait, qui en fait formait les bénévoles, en fait formait les gens du quartier à une veille sur les personnes âgées dans leur quartier. Donc c'était un modèle qu'on trouvait particulièrement intéressant pour briser Mhm. l'isolement, mais aussi pour reconnaître en fait une situation qui pourrait être en train de dépérir. Pour les jeunes, différents cas, on finance aussi on appelle ça c'est la paire aidance. Donc, Ouais. des organisations où, en fait, on a des personnes qui ont été dans la rue, qui ont peut-être Mhm. lutté avec des problèmes de toxicomanie, mais qui sont en train de s'en sortir ou s'en sortent, ces personnes-là ont un rôle pour, comme ils connaissent le terrain, si vous voulez, entre guillemets, sont capables de connaître les personnes qui sont là, savoir leurs habitudes, puis alors, ben, c'est un peu semblable cette veille-là, puis il y a aussi une veille qui s'accompagne d'un conseil, un accompagnement, des référencements, savez-vous qu'il y a telle ressource pour vous, etc. Donc, qui brise Mhm. l'isolement, mais aussi qui peut sauver les vies, hein, très concrètement. Donc, Oui, ça, c'est juste une couple absolument. d'exemples. Merci. Merci. On Merci de la va, question.
On va donc continuer. Donc, on avait, pour revenir à la valeur ajoutée, Richard, de Mission Inclusion sur les partenaires terrain au Québec, comment Hmm. est-ce qu'on explique cette valeur ajoutée au public pour l'encourager à soutenir Mission Inclusion? Ben, ce serait intéressant d'avoir en fait vos idées sur ça, mais pour moi, c'est les trois choses. J'ai fini avec ce qui est pour moi, c'est un processus rigoureux de sélection de projets. Donc, quand on donne à Mission Inclusion, on sait qu'on va l'utiliser pour des bons projets qui vont avoir un impact sur un enjeu. Donc, ça, c'est une chose parce qu'il y a toutes ces étapes de sélection. Deuxièmement, le fait qu'on s'investit dans la compréhension des enjeux, la compréhension des pratiques, puis on va faire partager les uns avec les autres. Puis en plus, on soutient financièrement le développement des capacités des organisations. Donc, si les organisations veulent améliorer leurs pratiques, peuvent avoir un financement aussi spécifiquement pour ça. Donc, il y a toute une question de l'amélioration continue par l'apprentissage que nous, on soutient aussi. Et troisièmement, cette idée que notre compréhension des enjeux va faire de sorte que on essaie d'influencer les décideurs pour des meilleures décisions au niveau politique qui vont faire de sorte que peut-être que ce problème va moins se produire. C'est ça à la base. Merci. Justement, il y a une question, on dirait que c'est fait exprès, mais tu as parlé de quelque chose, puis il y a quelqu'un qui demande, offrez-vous toujours le programme de soutien au développement stratégique d'un organisme? Ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais il y a toujours un soutien au renforcement organisationnel selon les besoins des organisations concernées. Et je ne crois pas on dirait non si c'est ça le besoin que l'organisation a, ça peut être ça. Mais que ça peut être plus large que juste le développement stratégique, là. Ça peut être un programme de communication, ça peut être comment incorporer en fait les postures inclusives dans la façon de travailler aussi de l'organisation. Ça peut être un peu plus divers. Merci. Et puis la dernière question, je l'ai gardée pour la fin. Donc, la personne, je trouvais que ça allait bien boucler le café. Quel est le véritable intérêt de ces cafés pour Mission Inclusion? Quel est l'intérêt, pardon? Quel Oui, est? quel est le véritable intérêt de ces cafés pour nous? C'est Le quelqu'un qui a posé véritable. la En question fait, dans ce le chat. café, ben, ça devrait être toi, Tiffany, qui répond à ça, mais je vais me lancer, hein, parce que c'est Vas-y. vraiment l'idée de Tiffany. Puis, Tiffany, là, tu es ici depuis moins d'un an, hein, toujours? 9 mois, oui. 9 mois, c'est ça. Donc, Une grossesse. Tiffany est une relativement nouvelle collègue ici. Puis, un de ses constats, en fait, c'est que ça nécessitait des activités de lien avec les donateurs et les donatrices et des personnes qui nous connaissent, juste pour les rapprocher. Ben, c'est évident que pourquoi on veut vous rapprocher? On a un mandat aussi de faire de sorte que les gens comprennent notre travail. Ça, c'est vrai. Donc, pour nous, c'est directement relié à la mission. Puis, quand j'ai parlé tantôt de l'influence politique, je l'ai je ne l'ai pas mentionné, mais l'influence sociale fait partie aussi, parce que les décideurs prennent leurs décisions en fonction de quoi? Ben, en fonction de leur électorat, entre autres. Et donc, l'influence sociale influence l'influence politique. Donc, on veut que les gens aient une bonne compréhension des enjeux reliés au communautaire, puis si on partage les mêmes valeurs, ben, qu'on est capable d'aller dans ce sens-là. Puis oui, c'est vrai qu'on serait très heureux si, à l'issue d'une rencontre, on puisse continuer l'appui. Éventuellement, si les gens veulent faire un don, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais donc, il y a beaucoup de liens, en fait, pour une activité comme ça, de la mission au moyen de la mission. Je ne sais pas, Tiffany, si tu veux rajouter. C'est aussi de démystifier beaucoup d'informations sur les gens qui sont sur l'appel en ce moment. Il n'y a pas juste des gens qui ne sont pas, qui sont donateurs ou intéressés à Mission, qui nous suivent via notre infolette uniquement. On a des gens qui sont seulement sur nos réseaux sociaux. Il y a aussi des employés qui sont là. Il n'y a pas juste moi dans les employés que vous voyez. On a plusieurs employés, puis moi-même, j'ai appris des choses en ce moment. Certes, j'ai juste 9 mois d'ancienneté chez Mission Inclusion, mais j'en ai j'ai quelques années derrière moi en philanthropie, en impact social. Et il y a des choses que j'ai appris aujourd'hui de la fondation alors que je fais partie de l'équipe, puis je trouve ça très intéressant. Le but des cafés, c'était vraiment de pouvoir ouvrir la porte
On est aux quatre coins du Québec. Pour ma part, présentement, je suis en Afrique. Donc, on est aux quatre coins du monde, qu'on pourrait dire. Donc, ces cafés virtuels-là, c'était vraiment de pouvoir rassembler les gens, de faire un événement en présentiel. C'est de plus en plus difficile, vous le savez, on le sait aussi. On a tous des horaires chargés, on habite un peu partout, justement avec notre côté, autant tout le Québec que l'international. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Le virtuel, c'est sans doute la meilleure chose que la COVID nous a amené. C'est ce pont-là avec le Zoom. Je vois les gens qui sourient parce que j'ai osé dire le mot de 5 lettres qui commence par co, qui finit par vide. Mais c'est pas vide de sens, tous ces rencontres-là. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. On n'est pas ici on vous demande pas on n'a pas demandé de paiement à personne ou quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr que si vous êtes intéressé à poursuivre la discussion ou à en prendre plus, on vous invite bien entendu à aller sur notre site Internet. Je vous ai mis les informations dans le chat. Si vous aimeriez poursuivre la conversation avec un membre de notre équipe, je ne vais pas vous mettre tous les courriels individuels. Je vous envoie un courriel plus générique. Donc, c'est le don, DONS, à commercial-mission-inclusion.ca. Nos collègues vont pouvoir faire la transition, puis on va pouvoir poursuivre la conversation avec vous par téléphone, puis bien entendu sur toutes nos plateformes. Ça, c'est un soutien qui est gratuit. On ne demande pas d'argent. Des fois, juste un like, un commentaire, un partage, ça peut faire énormément pour faire parler des missions, faire parler de nos impacts à tous et chacun. Donc, ça, c'est des actions que vous pouvez faire qui ne coûtent rien, que ce soit pour nous ou pour toute autre organisation communautaire ici ou ailleurs. J'en profite donc pour dire merci à Richard. Merci Richard pour ton temps. Merci d'avoir accepté d'être notre premier café virtuel Oui. de cette série. Euh, Merci à vous tous et toutes pour les commentaires, même en privé. Merci beaucoup d'avoir interagi. C'est super agréable. Puis ça prouve qu'il y a place à ces cafés virtuels-là. D'ailleurs, je vous donne en primeur de vous réserver le 22 septembre prochain. Nous aurons Anne Loranger-King, qui est directrice par subvention et partenariat pour les programmes au Québec principalement, qui va venir nous parler. Donc, c'est le 22 septembre et le 16 novembre. Oui, oui, je vous parle de novembre. Excusez-moi. On aura Geneviève Gauthier. Ah, ben, je dis excusez-moi parce qu'on sait ce qui se passe. Ben, c'est ça. Geneviève Gauthier, qui est la directrice principale des programmes internationaux. Donc, on a eu beaucoup de questions sur l'international. Pour ces deux cafés virtuels-là, vous allez pouvoir vous inscrire sur l'Eventbrite. D'ailleurs, vous allez recevoir un petit courriel avec un petit sondage. On vous invite à le remplir. C'est un sondage pour nous permettre d'optimiser puis d'en fait de modeler les cafés virtuels. C'était notre premier. On va pouvoir juste s'améliorer. Et je vais aussi vous mettre donc les liens pour que vous puissiez aller vous inscrire tout de suite au café virtuel de septembre et de novembre. Pour finir, ce n'est pas une info pub, mais juste vous mentionner que notre rapport d'activité annuel va sortir le 18 juin. Il va être public sur notre site Internet. Mais il y a aussi moyen d'avoir une copie physique si jamais vous êtes moins à l'aise à lire le rapport d'activité sur notre site. Mais le 18 juin, je vous le promets, il est en ligne sur le site. Donc, vous allez pouvoir le consulter et voir l'impact qu'on a eu autant au Québec qu'à l'international. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous tous et toutes. Et puis, je vous dis, on se revoit le 22 septembre Ouais. avec Anne. Merci, puis bel été à tout le monde. Merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à toi, Tiffany. Merci Merci. de votre présence Merci. aussi. Bye Au bye. revoir. Merci, bye. Merci, bonne journée.